trois sujets qui vont être présentés ce soir, donc sur la slide suivante, sont... Voilà, donc en premier lieu, nous allons vous parler du téléservice Asafo, qui est donc un outil sur les fausses ordonnances. On présentera ensuite le nouveau téléservice d'accompagnement à la prescription. Et pour terminer, nous parlerons du téléservice pour consulter l'affection longue durée d'un patient. Et donc, comme je le disais, il y aura systématiquement des démonstrations avec donc notamment Docteur Besançon et Madame Buisson qui interviendront sur ces sujets. Donc, je démarre avant de laisser donc la parole à Madame Buisson sur le dispositif Asafo. En quelques mots, cet outil, il s'inscrit dans un contexte international de trafic de médicaments et de circulation de fausses ordonnances qui se développent et qu'on voit vraiment augmenter. Donc, sur la slide suivante, vous avez donc les deux objectifs de cet outil Asafo qui fonctionne vraiment à double sens. C'est à la fois un outil qui permet au CEPAM d'adresser toutes les fausses ordonnances avérées aux officines pharmaceutiques, dans l'objectif que les officines ne délivrent pas les médicaments qui donc présentent des ordonnances similaires. Et dans l'autre sens, c'est aussi un outil qui permet aux officines et très récemment à d'autres professionnels de santé de signaler à l'assurance maladie des fausses ordonnances avérées ou des suspicions frauduleuses. Euh, donc cet outil, il est récent au niveau national puisqu'il est déployé depuis cet été, mais il existait déjà en Île-de-France, donc il n'est pas tout à fait nouveau pour les franciliens, et ce qui nous donne aussi un petit peu de recul sur l'utilisation de cet outil. Si on prend les chiffres donc récents depuis le déploiement national et sur le territoire de l'Essonne, en à peine, enfin en 6 mois d'utilisation, vous voyez les chiffres qu'on a reçus en Essonne. On a eu 664 signalements des officines ou des signalements qu'on a générés nous directement. Et il y en a 655 qui sont avérés. Donc on voit que les signalements sont vraiment faits à bon escient et que euh, ils sont voilà, malheureusement confirmés. Donc, on va vous présenter ensuite quelques modèles et quelques conseils aussi sur voilà, comment les éviter. Euh, juste avant ça, quelques mots sur le trafic de médicaments et les fausses ordonnances. C'est vraiment un sujet qui prend une ampleur très conséquente. En Essonne, notamment en 2022-2023, on a détecté un trafic sur l'Ozempic pour un préjudice financier pour l'assurance maladie, rien qu'en Essonne, de plus d'1 million d'euros. Et donc, c'est vraiment un sujet voilà, qui malheureusement est très développé et d'où l'intérêt aussi de s'outiller collectivement pour lutter contre ce trafic de médicaments. Et aussi, derrière, il y a des sujets d'usurpation d'identité des prescripteurs parce que les fausses ordonnances, c'est des ordonnances qui n'ont pas été rédigé par le prescripteur. Et donc, il y a derrière aussi le sujet de l'usurpation d'identité du prescripteur dont il faut se protéger. Et donc, tous les téléservices et la sécurisation de la prescription aussi permettent de se protéger contre ces usurpations d'identité dans la prescription. Alors, Je... C'est je toi vais qui compléter. complète, Ouais, Laurent? c'est moi. Alors, juste pour compléter, parce qu'on a eu les chiffres vraiment aujourd'hui, au niveau national, on a eu entre le 1er août 2024 et le 3 février 2025, 6444 signalements et 75% de ces signalements étaient avérés. Donc, ça veut dire que voilà, c'était vraiment des fausses ordonnances. Donc, voilà, le trois quarts des signalements des pharmaciens sont des signalements avérés.
Sur la slide après, c'est alors juste une introduction à la démonstration. C'est juste pour vous dire que l'accès à Asafo se fait par CPS et ICPS. Il est possible de faire une délégation avec la CPE du salarié, donc de préparateur en pharmacie. Mais voilà, c'est forcément une CPS, ICPS, c'est pas par login et mot de passe. Donc, le pharmacien peut bien sûr consulter la liste des ordonnances confirmées frauduleuses dans toute la France, hein, puisque c'est un outil qui est national, ou déclarer la suspicion de fausse ordonnance après l'avoir vue avec le prescripteur ou pas depuis l'outil Asafo. Et j'ai ajouté effectivement qu'il y a une indemnisation voilà, au niveau de la ROSP pharmacie par rapport à la connexion. Sur la vue d'après, en échange de bonnes pratiques, donc, en cas de doute pour une ordonnance, hein, bien sûr, le pharmacien échange avec le prescripteur hein, pour authentifier auprès de lui la prescription. Si l'ordonnance est déclarée fausse par le prescripteur, dans ces cas-là, l'officine devra adresser le signalement sur Asafo en ajoutant la mention fausse ordonnance authentifiée par le prescripteur. Donc ça, c'est important. C'est une mention qui rajoutera sur l'ordonnance quand il va la scanner. Et si le prescripteur n'est pas joignable, dans ces cas-là, eh bien, ce sont les services de l'assurance maladie qui vont mener les investigations et qui, alors c'est une nouveauté, vont envoyer un mail notamment au prescripteur pour lui demander d'authentifier la prescription sur Asafo. On verra avec Fabien comment effectivement on réalise cette opération assez simplement. Sur l'enregistrement des signalements, encore voilà, des petites astuces pour faciliter la recherche. On procède par l'enregistrement du NIR obligatoirement, puisque après, ça facilite la recherche. On indique le nom, prénom des assurés en majuscule et sans tiret. Et puis, il y a l'encadré prescription médicale qui doit être enrichi par l'officine. Une petite nouveauté pour faciliter la recherche et faciliter l'usage, le pharmacien et le médecin peuvent désormais consulter à partir d'une recherche par NIR. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau, ça date de cette semaine. Et ben après, c'est la démonstration de Madame Bisson. Ok, il va falloir m'autoriser le partage d'écran. Attends. Ouais, on Ouais, va, allez-y, allez-y. Donc là, on a vu des ordonnances qui partent directement en judiciaire ou pas, ou c'est au médecin de déposer plainte en fait. C'est au médecin de déposer plainte parce que c'est lui la victime. D'accord. Ok. Mais il faut qu'il soit. Mais Victime de au bout quoi? de au bout de combien de Victime de temps quoi? de De, l'usurpation d'identité. Non, mais c'est quoi le préjudice pour le médecin? Bah, Bah, on a utilisé son nom et sa signature, enfin, c'est son identité pour produire un faux document. Moi, j'avais la notion que la tentative d'escroquerie à l'assurance maladie était aussi passible de poursuite. Oui, oui. Alors nous, quand on détecte en fait des circuits, comme des bandes organisées, ça nous arrive aussi, côté assurance maladie, de lancer des procédures pénales sur voilà, des circuits qu'on peut identifier. Mais on le fait sur les dossiers où il y a le plus d'ampleur. Et ça n'empêche pas que le médecin porte plainte par ailleurs de son côté. Et ça, ce que ça permet quand même, bah voilà, on ne sait pas trop, une fois qu'il y a eu une usurpation d'identité, pourquoi en fait aussi cette usurpation d'identité, elle est utilisée. Donc ça vous permet aussi bah, voilà, de montrer que c'est pas vous en fait qui êtes derrière ces prescriptions. Si tu veux contester ton ROSP, ce sera plus simple après. Parce qu'elle dépose pas. Euh, je vois l'heure qui tourne, on peut peut-être faire la démonstration, Fabien, juste sur l'aspect prescription. Yes. J'avais Oui. juste une petite question. En fait, par rapport aux ordonnances justement numériques, moi, mon logiciel, il permet pas justement quand c'est une ordonnance sécurisée. Donc, c'est étonnant en fait ce que vous dites en fait qu'on peut faire que une ordonnance sécurisée. Mon logiciel, il l'interdit en fait. Et vous pouvez pas faire d'ordonnance sécurisée, c'est ça? Non, c'est justement dès que c'est sécurisé, ça c'est interdit en fait. Ça l'interdit en fait. Ça met que c'est une ordonnance sécurisée qu'on peut pas le faire. Peut pas faire quoi? J'ai pas compris, docteur. On peut pas faire Une d'ordonnance prescription? numérique Ouais, c'est quand ça. c'est une ordonnance sécurisée. Ah si, Ah, Ouais, ça dépend du ah, logiciel, je pense. ah oui, normalement, si on peut, hein.
C'est peut-être un paramétrage de votre éditeur, mais normalement on peut, hein. Parce que c'est la solution, bon, elle est déjà en cours. On préconise quand même de conserver le papier parce que tout le monde n'est pas équipé, les pharmaciens sont pas équipés, mais normalement vous pouvez la faire, hein. Après, si je peux me permettre, la Mm. plupart du temps, quand même, quand on fait une ordonnance sécurisée, la plupart des prescriptions on est censé indiquer la pharmacie de délivrance. Donc, on sait les pharmacies qui sont équipées. Enfin, moi, je sais que j'ai fait le tour des pharmacies justement pour pouvoir m'affranchir du papier et n'avoir plus que de la e-prescription. En fait, à ce jour, quasiment tous les pharmaciens sont équipés. Ils n'ont pas Mmh. forcément activé la fonctionnalité parce que on n'a pas beaucoup des ordonnances sécurisées pour l'instant, donc ils n'ont peut-être pas trouvé l'intérêt. Mmh. Mais les logiciels, Monsieur Couture, vous me coupez, hein, mais je crois il y en avait plus que un et ça doit être en cours pour être opérationnel. Oui, on a 15 éditeurs qui sont agréés par rapport au Ségur et ça couvre 95% du parc. Enfin, bien au-delà parce qu'on a Pharmagest qui trust en fait le monopole. Donc, on a quasiment tous les pharmacies qui potentiellement pourraient faire de la e-prescription, enfin, de la délivrance de la e-prescription. Ben voilà une bonne nouvelle. Fabien, on va peut-être juste regarder. Ouais. Donc, Bon, pour côté prescripteur, hein, c'est pas, ça va pas chercher bien loin, hein, surtout qu'en plus, moi, j'ai pour l'instant aucun signalement, mais je vous montre quand même. ouais. Du coup, c'est bon, vous voyez mon écran. Mhm. Du coup, là, je suis logué en ICPS, hein, donc ça fonctionne aussi avec la ICPS. Et dans l'encart qui concerne l'activité du médecin, ici, on va retrouver les fausses ordonnances, où dedans, il y aura les ordonnances qui ont été signalées et qu'il faut qu'on authentifie. Donc moi, j'en ai aucune pour l'instant, mais on a les nouveaux dossiers ou les dossiers déjà authentifiés qu'on peut sélectionner. Donc on retrouve ça effectivement dans notre espace pro, juste là. Alors, je veux bien récupérer le partage. Je vais juste vous montrer ce que ça donne en fait. Est-ce que moi, j'avais le PDF. Alors, attendez, je le récupère. Ah, voilà. Vous avez effectivement ici la possibilité de voir les nouveaux. Donc, les nouveaux, on a reçu le mail de l'assurance maladie. On clique sur le lien, on va sur Asafo comme a fait Fabien. Et vous avez effectivement ici les ordonnances à authentifier. Donc, là, il n'y a qu'à cliquer ici pour voir l'ordonnance. Et c'est binaire, c'est oui ou c'est non. C'est une ordonnance qui est fausse ou pas fausse. Et ça arrive directement sur Asafo pour chez nous à la CEPAM. Et c'est mis directement dans l'outil. Et si vous cliquez ici, vous avez les ordonnances que vous avez déjà authentifiées. Donc vous aurez une liste ici qui s'afficherait. Je crois qu'elle est là. Voilà, comme ça. Alors je vais départager. J'y arrive. Je crois qu'il y a une question. Allez-y, madame. Oui, en fait, moi, c'était par rapport aux fausses ordonnances, mais je voulais juste profiter que la Sécu soit là pour leur demander, parce que c'est une question qui nous revient assez souvent. Si on fait une première délivrance, qu'on ne s'est pas rendu compte que l'ordonnance est fausse et que du coup, il revient, on s'aperçoit qu'elle est fausse, est-ce qu'au niveau de la Sécu, il y a des pénalités? Alors, en fait, il y a plusieurs situations. Euh, Dans l'hypothèse où la fausse ordonnance, elle n'a jamais encore été signalée ni par un pharmacien, ni par un prescripteur, ni par l'assurance maladie, euh, et que la première fois vous délivrez et que c'est la seconde fois que vous allez signaler, bon, bah, il n'y aura pas de pénalité vers le pharmacien. Ce qui peut, une autre hypothèse, c'est l'ordonnance était déjà enregistrée dans Asafo, mais vous avez délivré sans consulter l'outil Asafo. Et dans ce cas-là, nous, on a des paramètres de rejet. Et donc, si vous avez appliqué le tiers payant, par exemple, vous allez potentiellement avoir un rejet de votre facturation. Alors, je ne sais plus exactement comment c'est libellé, mais vous verrez du coup que c'était pour cette raison-là.
Après, si on constate que une pharmacie délivre, alors peut-être pas systématiquement, mais en fait contribue aussi au trafic de médicaments et finalement est aussi à l'origine de toutes ces délivrances, nous on va aussi s'apercevoir que se tromper, ne pas se rendre compte que c'est une fausse ordonnance une fois ou voilà, quelquefois ça arrive à tout le monde parce qu'on voit que les modèles sont de mieux en mieux faits. En revanche, si on constate que la pharmacie aussi est à l'origine en fait d'une délivrance importante de fausses ordonnances, nous, ça peut aussi effectivement engendrer de l'engagement de poursuites de pénalités financières ou de procédures conventionnelles à l'encontre des pharmaciens. Ok, merci. Alors, autre sujet, donc l'accompagnement à la prescription, Donc, c'est un nouveau téléservice qui est apparu en février. Enfin, là, vraiment, il y a une semaine. Alors, sur la première slide, on peut peut-être se mettre en diaporama, si vous voyez. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, la prescription renforcée, donc APR, a été introduite dans la loi dans le plan de lutte contre la fraude de 2024. Donc, le téléservice aide le médecin à vérifier si le médicament prescrit respecte les critères de l'autorisation de mise du marché, donc l'AMM, et indiquera si le médicament est remboursé ou pas par l'assurance maladie. Donc, vous avez un logigramme décisionnel propre à chaque médicament, les médicaments antidiabétiques, et qui permet d'avoir un résultat immédiat, donc AMM ou hors AMM, donc remboursé ou pas remboursable par l'assurance maladie. Donc, le formulaire électronique devra être utilisé par tous les prescripteurs qui y ont accès. Donc, vous avez un résultat donc, qui est immédiat grâce à un algorithme de décision. Le volet 3 du formulaire qui tient lieu de justificatif et est destiné aux pharmaciens devra être imprimé par le prescripteur et donc remis au patient qui, avec l'ordonnance, justifiera effectivement de la délivrance des médicaments. Les données des téléservices sont transmises au service médical pour information et un contrôle ultérieur. Lorsque le formulaire ne peut pas être dématérialisé, il faudra utiliser la version papier qui n'est pas, comment dire, vous ne l'avez pas sur amili.fr, il faudra le télécharger ou le commander sur Amili Pro dès que ça sera possible. Et en officine, le pharmacien trace la vérification du justificatif dans la facturation avec un code de prestation spécifique. Là, vous avez le mail de l'assurance maladie sur la réception, effectivement, pour authentifier un signalement. Là, en fait, c'était pas au bon endroit, ça aurait dû être plus haut. Mais là, si vous avez le mail sur Asaf. Alors, sur la démonstration, Fabien, je te laisse la main. Ouais, je reprends la main. Il faudra me libérer le. C'est bon. Du coup, alors, je réduirai après pour pas qu'on voit les patients pour lesquels j'ai déjà fait une prescription. Donc là, je vais me mettre avec mon NIR à moi. Hop, et avant de valider, je réduis un petit peu. Donc ça se passe hein, dans l'espace pro, hein, comme on le fait toujours. Hop, voilà. Mince. Zut, j'ai fait une bêtise. Du coup, là, je consulte je me suis connecté avec la carte vitale du patient, avec son numéro de sécu. Ici, on retrouve l'accompagnement à la prescription. Donc, c'est cet onglet-là qu'on va aller consulter. Alors, je montre un tout petit chouille pour cacher les patients qui vont apparaître. Voilà. Donc, ici, on va avoir l'historique de tous les patients pour lesquels j'ai déjà saisi un formulaire d'accompagnement à la prescription. Donc, on peut retrouver les anciens. Et là, je vais aller en créer un pour mon patient. Donc, en l'occurrence, pour moi. Hop. Donc, je redescends. Voilà, une fois qu'on est là, on va pouvoir les créer un accompagnement à la prescription. On va aller choisir le médicament qui est concerné, donc par exemple de l'Ozempic. Et là, je vais avoir une série de questions qui va permettre de déterminer si c'est dans le cadre de l'AMM ou hors AMM. Donc, le patient est-il atteint d'un diabète de type 2 insuffisamment contrôlé? Oui ou non. L'Ozempic est prescrit dans une des situations suivantes, en association avec d'autres médicaments, en monothérapie ou autre. Donc là, je vais pas le valider parce que sinon, je sais pas si j'ai jamais essayé, je sais pas si on peut supprimer un accompagnement à la prescription. Non, pas le supprimer. On Tu peut ne pas le peux supprimer. supprimer. Et Ouais, ben du tu es coup, obligé je vais d'en pas recréer, essayer. t'es obligé d'en recréer un autre.
Ouais. Bon, Moi, ceci dit, je n'irai pas à la j'ai un pharmacie pro- avec, hein. Donc il n'y aura pas de souci. Mais voilà, l'idée c'est qu'on arrive ici et une fois que c'est validé, on va avoir un formulaire qu'on pourra télécharger, imprimer et signer et remettre au patient. Si j'ai bien compris, il est également télétransmis directement à l'assurance maladie en parallèle. Et on pourra retrouver, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tous les accompagnements qu'on a déjà faits pour les réimprimer si jamais le patient les a perdus. Je rends le Merci beaucoup, partage. beaucoup, docteur Besançon. Donc, comme le disait Laurent Couture, c'est un téléservice qui était annoncé, mais voilà, au 1er février, mais qui est arrivé quand même tardivement. Donc, c'est pour cette raison que il y a aussi une tolérance là de 3 mois, le temps que voilà, tout le monde s'approprie ce téléservice. Il est donc à la fois ce formulaire, il est à la fois obligatoire pour les prescripteurs de ville comme dans les établissements. Et donc d'ici 3 mois, ça sera opposable pour la délivrance de ces médicaments-là en officine pharmaceutique. Alors, si je puis me permettre, c'est opposable pour le remboursement, pas pour la délivrance. Oui. Ah, c'est pas si clair que ça dans l'arrêté. L'arrêté, il parle bien de prescription. Les quatre arrêtés qui ont été publiés au journal officiel concernant ces quatre médicaments, pas cinq, d'ailleurs il en manque un, parlent bien Dieta est de... plus commercialisé, donc. Non, non, mais dans l'état, ça parle bien de prescription. Ça veut dire que si le patient veut payer de sa poche ou si le patient part à l'étranger, eh ben c'est pas possible de lui faire une ordonnance sans ce document, alors que ça ne relève pas de l'assurance maladie. C'est pour les nouvelles ordonnances, mais on a du stock, il y a un stock d'ordonnances existantes. Oui, mais Tout le stock, si les patients n'ont pas le papier au 1er mai, on leur donnera leur traitement, ils le paieront. bah, sur un plan réglementaire, qu'en pense l'assurance maladie? Et deuxième point, ça veut dire que puisqu'on n'a pas les formulaires papier, ça veut dire que nos internes et une bonne partie de nos remplaçants ne peuvent pas prescrire de l'Olympique. C'est ça, hein? J'ai bien compris, hein? Bah, alors, en l'état Euh, actuel des choses, moi, je repasse oui. derrière mes internes et mes remplaçants pour faire pour faire l'accompagnement à la prescription dans un deuxième temps. Donc, ils font la prescription et derrière, moi, le lendemain, je passe ou le soir, je transmets le document à mes patients Ouais. Ouais, pour l'instant, il Pour n'y a une pas de ordonnance que délégation. tu n'as pas fait. d'une ordonnance que j'ai pas faite. Ouais. Alors, pour mes internes, c'est pas grave parce que c'est mes internes, ils Ouais. agissent par délégation, mais pour les remplaçants, c'est un peu. Mais les Donc, formulaires papier vont bientôt être disponibles à la commande. oui. Mais j'ai cru comprendre, je m'excuse Arnaud, je prends la parole juste avant toi, j'ai cru comprendre que au moins trois des syndicats représentatifs de médecins appelaient au boycott de cette mesure, dont on arrive quand même on arrive avec beaucoup de mal à trouver l'intérêt, puisque finalement toutes les informations là, vous les avez sur le patient. Donc, et puis en plus, il reste ce texte qui fait qu'on peut pas utiliser l'Ozempic s'il n'y a pas de la metformine prescrite avant. Donc, en monothérapie, on n'a pas le droit. Vous devriez pas les rembourser. Donc là, enfin, qu'est-ce qui vous manquait comme information pour nous amener à remplir un formulaire de plus? Bah, par exemple, Non rémunéré. Il prend une la- minute, ça prend une minute selon Monsieur Fato, mais et moi ma minute elle est à 3 euros, donc je vous fais cadeau de 3 euros à chaque fois que je fais une ordonnance. l'assurance, enfin, la CEPAM n'a pas connaissance de la nature de l'ALD de la personne. On sait que la personne a une ALD ou n'en a pas, mais une fois que la personne a une ALD, on ne sait pas si elle est diabétique ou si c'est un autre type d'ALD. Ça, il y a uniquement le service médical qui dispose de cette information-là. Donc déjà, c'est une des informations qui nous manque. Après, voilà,
On va Alors, pas. donc, vous venez de nous dire qu'on transmettait une information médicale, le patient a un diabète, à une personne qui n'était pas habilitée à Non, la lire. non, 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 parce que comme le disait, je crois, docteur Besançon, en fait, lorsque vous validez le formulaire sur le téléservice, il y a un flux qui part au service médical pour des contrôles ultérieurs, mais pas en direct, en fait, du remboursement. Bah, c'est le même flux que celui de la LD. Le Alors service ça, médical connaît la LD du patient. oui, oui, oui. Oui, mais en pratique, c'est pas le service médical qui paye. qui Mm. paye les remboursements. C'est comme quand vous faites un téléservice au niveau de la vie d'arrêt de travail, le volet 1 et 2 sont envoyés au service médical. Nous, on les a pas. On a le volet 3 qui permet de justifier un arrêt, mais on n'a pas le motif. Mais là, c'est pareil, en fait. Oui, j'entends bien. Ça veut dire que vous prenez une minute de mon temps pour transférer une information qui est au service au service médical. Docteur Saada? Oui, alors moi, déjà, je voulais savoir si c'était forcément le médecin traitant qui devait faire ce formulaire, parce que je commence déjà à avoir des dérives où j'ai des patients que je prescris, enfin, que je suis de loin au niveau du diabète parce qu'ils ont un diabétologue. Les diabétologues commencent déjà à dire, allez voir votre médecin traitant pour qu'il vous fasse ce formulaire, alors que moi, j'en sais pas plus que ça sur le diabète du patient, sans être enfin, puriste, quoi. Donc ça c'est ma première question parce que c'est quand même important. Donc je sais pas ce que répond l'assurance Euh, maladie. Il y a pas de notion de médecin traitant, hein. Mm. Oui, mais ça nous fait comme les bons de transport, ça Oui, va oui. recommencer pareil. Donc va falloir faire une information un peu, je pense, là-dessus. Deuxième chose, alors moi j'ai eu le service médical parce qu'il y a eu un bug en fait Mm. sur le premier jour où j'ai eu une prescription hors AMM alors que elle était dans l'AMM. Et ils sont toujours pas équipés en fait avec ils n'ont pas la fenêtre en fait hein, d'aide à la prescription et du coup il a même pas pu m'annuler mon formulaire en fait qui était erroné. Donc c'est un peu compliqué je trouve de pas pouvoir modifier ce formulaire quand il y a une erreur. Donc ça je sais pas peut-être faire une remontée nationale. Donc moi j'ai dû créer un deuxième formulaire, ce que je disais à Fabien tout à l'heure justement. Mm. Ben, on Bon. en parlera à Mm. l'ACTAM de voir si l'option de modification peut être ajoutée. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Oui, ce formulaire, il faut l'éditer à chaque ordonnance ou juste une fois à la première prescription? c'est juste une fois par patient. D'accord. C'est Donc, pas c'est une fois pas par an, Madame forcément Le Marec? Une fois par an. C'est une fois par an, C'est il me une semble, fois non? par an, hein. C'est une fois par Ouais. an. une fois par an. Ok, merci. Je propose qu'on termine par le troisième sujet, voilà, sur la consultation des ALD. Alors, un dernier sujet, donc la consultation des ALD. Alors, on va pas faire une démonstration sur le protocole de soins électroniques, hein. L'idée, c'était vraiment de voir avec vous comment vous regardiez si votre patient, le type d'ALD qu'il a, et la consultation des renouvellements à effectuer. Donc, là, on vous a remis qui a accès à la consultation des ALD, donc les patients, les médecins généralistes, les spécialistes, les chirurgiens dentistes, les assistants médicaux par CPE par délégation, les remplaçants et les médecins salariés en centre de santé, donc par CPS ou ICPS, depuis Amélie Pro avec la saisie du NIR ou sans la saisie du NIR, et les régimes, alors, en général, c'est tous les régimes associés, donc le régime général avec le RSI, le MSA, et puis voilà, les régimes associés. C'est pas encore généralisé sur l'entièreté des régimes, donc vous avez effectivement la MGEN, la CAMIEG, etc., qui sont pas encore dans ce téléservice-là. Et je vous ai mis en bas aussi la fréquence de mise à jour de la liste des patients que vous avez sur votre Amélie Pro. Donc, elle est quotidienne pour le régime général et le régime hébergé. Pour la MSA et les indépendants, donc elle est hebdomadaire et elle est trimestrielle pour les autres régimes. Donc là, Fabien, je te laisse juste la main. Ouais.
Hop là. Du coup, on revient toujours sur notre espace pro. Alors, avant même d'être logué, enfin d'avoir identifié un patient avec sa carte vitale ou avec son NIR, le service est accessible uniquement avec le NIR du patient. On n'est pas obligé d'avoir la carte vitale. Donc déjà là, on peut aller récupérer. On a dans les services patients l'onglet affection longue durée. Alors pareil, je vais réduire un tout petit peu avant de cliquer dessus. Hop. Et déjà, sans avoir identifié de patient, on va pouvoir retrouver. Alors comme j'en ai beaucoup, des fois, c'est un peu long. Voilà. On va pouvoir retrouver toutes les demandes qu'on a nous-mêmes effectuées avec en filtrant par statut, donc en cours d'études, avis reçu à finaliser. Et en dessous, on a tous les protocoles qu'on a nous-mêmes établis. Et on va pouvoir retrouver ici notre patientèle en ALD. Des fois, on a des patients qui sont en ALD, c'est pas nous qui avons fait la demande, mais on va les retrouver ici. Et on va pouvoir également, parmi cette patientèle en ALD, filtrer ceux qui ont une ALD qui arrive à échéance pour une ALD qui n'est pas renouvelée automatiquement, pour lesquels on aura une démarche à faire pour un renouvellement éventuel si c'est nécessaire. Et on va pouvoir filtrer ici et les retrouver pour ensuite faire le renouvellement. Donc ça, c'est uniquement donc les demandes que nous on a effectuées et la patientèle en ALD. Si je retourne en arrière et que je me log, donc je vais mettre que je saisis le NIR d'un patient, donc le mien toujours. Hop, là, je vais pouvoir aller. Alors, il est là. Pareil, je le remonte un petit peu. Hop. Donc, je clique dessus. Et là, je vais avoir, en plus des deux onglets tout à l'heure, gestion des demandes patientèles en ALD, j'ai le patient que j'ai identifié avec les demandes que moi j'ai effectuées pour ce patient-là. Donc là, en l'occurrence, aucune. Mais si un autre médecin a fait une demande d'ALD pour ce patient, je vais pouvoir les retrouver ici après avoir demandé l'accord du patient pour les consulter. Donc je clique ici et je vais retrouver les ALD qui ont pu être effectués, demandés par un autre soignant, ainsi que du coup le type d'ALD que c'est, la pathologie concernée. Avez-vous des questions sur ce dernier téléservice? Non? Bah, je vous propose donc qu'on clôture ce webinaire. On finit finalement à l'heure. Donc c'est parfait. Merci beaucoup pour votre participation. Laurent, est-ce qu'on a déjà fixé la date du prochain? Alors, non, on n'a pas fixé. Pas encore. Ça sera en mai-juin. Non, j'ai vu avec Fabien. Enfin, j'ai pas répondu en fait parce que on a quand même l'AppCV, l'application carte vitale qui va arriver et c'est très important qu'on vous en parle parce que ça va quand même changer votre quotidien, notamment en termes d'équipement. Donc voilà, ça sera peut-être un des points à aborder lors du prochain. Donc on essaiera de le faire assez rapidement. Euh, voilà, c'est pour ça que je dois voir avec Fabien la date exacte. Le Bon, plus tôt on sera a, le mieux, en fait, si vous voulez, parce que ça commence en mars. Et dès mars, hein, vous avez des assurés qui peuvent se présenter avec l'application Carte Vitale dans votre cabinet pour effectuer cette saisie-là, enfin, ce mode de paiement-là. Donc voilà, plus tôt on vous prévient, plus tôt vous serez informé de l'équipement nécessaire, en fait. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, docteur. C'est juste une possibilité supplémentaire. La carte vitale physique reste toujours, mais vous avez effectivement la possibilité maintenant d'avoir la e-prescription pour ceux qui n'ont pas la carte physique parce qu'ils l'ont perdue, parce qu'ils n'ont pas avec eux. Ils ont toujours leur portable en général. Donc c'est une solution supplémentaire qui sécurise un peu mieux en fait par rapport à la carte physique puisqu'il y a une consultation automatique d'ADRI avec une sécurisation des flux et puis ça embarquera d'autres choses avec l'intermutuel dans un second temps. et puis on avait dit qu'on glissait un tout petit mot sur le fait qu'il y avait un travail sur le La système de délégation. délégation Mm. qui était en cours Oui. niveau assurance maladie. Tout à fait. La délégation, comme vous le savez, on peut toujours pas déléguer sur les internes en médecine par rapport à Amélie Pro. Donc il y a des travaux qui sont en cours par la CNAM. Enfin, ça fait un bout de temps qu'ils sont en cours, hein, ça fait à peu près un an. Donc on attend qu'ils aboutissent et on fera effectivement un point par rapport à la délégation. Pour l'instant, c'est un peu prématuré, mais l'idée, hein, vous comme pour nous, hein, c'est que vous puissiez déléguer à vos internes quand c'est possible de le faire, quand ils ont les droits et voilà, pour pouvoir utiliser les téléservices de l'assurance maladie. Est-ce que nous, on aura une application e-carte vitale professionnelle? Non, c'est pas prévu. Vous voulez
Faire quoi avec l'application e-carte vitale? À pouvoir lire en visite, passer des cartes vitales avec un téléphone, un smartphone. Ah, d'accord. Ah, pour l'instant, c'est pas prévu. C'est juste pour les assurés, donc vous et moi. Et bon, le QR code, en fait, il y a un QR code qui va s'afficher qui vous permettra effectivement de, bah, avec un lecteur NFC ou un lecteur comme une douchette, de vérifier effectivement, de scanner la douchette et de récupérer les informations de l'appli RCV vers votre logiciel. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas de portable à portable pour l'instant. Bon, donc la suite à notre prochain webinaire. Début juin normalement. Bon, très bonne fin de journée à tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, à Bonne soirée bientôt. à tous. Bonne Merci. soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée à tous.